Monsieur Lachaud, si on revient aux concentrations économiques, en fait, on observe qu'il y a plusieurs secteurs qui justifient de cette situation, notamment les télécoms, le pharmaceutique, le transport, les hydrocarbures. Alors, quand et comment le Conseil agit-il, surtout aussi par rapport aux pharmaceutiques, parce que c'est un secteur qui concentre, il y a un seul acteur qui concentre 25% du marché. Alors, à quel moment vous agissez et à quel moment vous intervenez? Est-ce que les 25% est un quota normal? Voilà, est-ce que c'est anticoncurrentiel, 25% ou pas? Non, en fait, dans la loi dit que au-delà de 40%, dès qu'on fait une opération, alors c'est pas interdit, hein, c'est pas interdit, mais dès qu'on dépasse 40%, par exemple, deux entreprises qui fusionnent, qui dépassent 40% de part de marché, il faut l'autorisation du Conseil. Sinon, ces opérations sont quand même soumises au Conseil si le chiffre d'affaires de l'un ou de l'autre ou des deux réunis dépasse un certain seuil. Pourquoi on fait ça d'ailleurs? Il faut expliquer pourquoi parfois même les acteurs économiques ne comprennent pas pourquoi ils sont obligés de passer au Conseil parce qu'ils achètent une entreprise ou même ils créent une entreprise. C'est que la loi à travers le monde, hein, c'est pas spécifique au Maroc, il est bon de le souligner, le Maroc est aux standards internationaux. Les lois que nous avons sont à peu près les mêmes dans tous les pays européens, dans les pays économiquement développés et dans les pays à économie libérale de façon générale. Vous allez aux États-Unis, en Europe, vous allez trouver à peu près les mêmes choses. Concentration, vous déclarez. C'est qu'on se dit, légalement, il est plus simple d'interdire une opération de fusion que venir la casser une fois qu'elle est faite. Oui. Donc, quand on a quelque chose à faire, il vaut mieux passer par le Conseil. Alors, le Conseil, qu'est-ce qu'il fait dans ces opérations? D'abord, il regarde l'impact sur le marché. Quelle est la part de marché? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent rendre cette opération nuisible au marché ou aux concurrents? Mais il y a quelque chose d'important aussi que les gens commencent à connaître parce qu'on les fait diffuser, c'est qu'on publie cette opération. Et on donne 10 jours à tous les concurrents qui ont quelque chose à reprocher à cette opération de nous écrire. Alors, on n'est pas obligé de suivre évidemment ce qu'ils font, parce que s'ils disent non, on n'en veut pas, c'est pas suffisant, il faut qu'ils apportent des preuves. Mais en fait, ça permet de savoir qu'est-ce qui se passe sur le marché et l'avis des autres. Parfois, sur des opérations importantes, nous appelons les concurrents pour les écouter, pour dire, ben voilà, il y a telle opération, en quoi c'est gênant pour vous? Si on trouve qu'il y a des arguments valables, ils peuvent être accompagnés par des recommandations ou des engagements. Je prends un exemple qu'on a traité l'année dernière. C'est deux entreprises qui allaient flirter avec les 40%. Alors, on a accepté l'opération, mais en contrepartie, on leur a demandé d'annuler certains marchés et de le remettre sur le marché. Bon, ils pouvaient reconcourir, mais en fait, ça permettait à leurs concurrents de repostuler à certains marchés. Donc ça, c'est une façon de remettre de la concurrence par rapport à un acteur qui allait peut-être accaparer trop de marché pour dire non, remettez en jeu une partie de votre portefeuille. Maintenant, si vous la regagnez librement, libre à vous. Mais au moins, ça permet aux concurrents de dire j'ai une chance d'accéder à un marché. Voilà le type de choses que nous pouvons faire. Donc, c'est pas juste oui ou non, c'est aussi oui avec des conditions. Et souvent, ces conditions sont connues à travers le monde, qui sont suivies et qui permettent alors, ça peut être ça, comme j'ai dit, par exemple, céder une partie du portefeuille. Ça peut être céder une activité. Céder une activité, on est d'accord, vous êtes dans différents champs d'activité, ben on vous demande de libérer et donc de vendre une partie de vos activités. Ça a existé à travers le monde où on demande à un certain nombre d'acteurs de dire ben vous pouvez fusionner si vous voulez, mais telle ou telle partie de votre activité, vous devez la revendre. Comme ça, vous n'êtes pas dominant sur beaucoup trop de secteurs et ça limite un peu. C'est en ça que ces opérations de concentration préalables sont déclarées. Alors, on regarde la part de marché et on regarde cet effet de nuisance et on écoute le marché, on écoute les concurrents. Après, on sort notre décision. S'il n'y a rien, aucun problème, ce qui est en général le cas, à 99% des cas. Mais dans les cas particuliers où ça peut nuire à l'économie après, bon, on met des conditions où on dit tout simplement non. Mais vous n'entamez ce genre d'enquête qu'à partir quand on accapare presque 40% de part de marché ou? Non, ça peut venir bien avant, même si la part de marché n'atteint pas ce niveau. Si on constate, on a eu un cas, je vais vous le donner pour illustrer ce que je dis, qui ne touchait pas la part de marché. C'est une société qui devait acheter une société qui est sans fournisseur. Or, ce fournisseur,
il est en même temps le fournisseur de ses concurrents. Donc, en achetant cette société, il peut fermer la voie ou changer les prix. Donc, on a obtenu l'engagement qu'il y ait une transparence sur les prix de ce fournisseur, même s'il devient partie du groupe, pour être sûr qu'il vend au même prix à l'intérieur du groupe et à l'extérieur du groupe. Le même produit est affiché, et ça, on peut le contrôler, parce que ces engagements, on peut revenir après pour vérifier s'ils sont... Donc, prenez il y avait une logique économique à ça, on peut pas... Mais c'est pas une raison pour interdire aux autres ou de jouer sur ça pour leur vendre votre produit de façon beaucoup plus chère et de faire un biais concurrentiel sur le marché. Donc, voilà le type d'engagement. Et là, la part de marché n'était pas concernée. C'est simplement la position d'être un canal d'entrée d'un produit qui, sur l'ensemble du marché, n'était pas important, mais qui pouvait quand même créer des petites nuisances. Et c'est ça le rôle du Conseil, d'orienter les acteurs économiques pour leur rappeler que c'est ça leur obligation. C'est-à-dire ils n'ont pas le droit d'utiliser une position pour se favoriser par rapport à leurs concurrents lorsqu'ils sont à l'origine d'un produit ou d'un service. Et donc, c'est là où le Conseil agit. Et là, indépendamment de la part de marché. Surtout parlant de dossiers plus concrets, notamment celui des hydrocarbures. Donc, actuellement, où on est de ce dossier qui a fait couler beaucoup d'encre. Et surtout qu'il a été mentionné qu'il allait être réouvert et traité sous les mesures de la nouvelle loi. Absolument. En fait, il y a un dossier qui court jusqu'à 2018, qui a fait l'objet d'une enquête et qui a abouti à une réunion du Conseil qui a été contestée et finalement est sorti un communiqué du cabinet royal, d'ailleurs qui a annoncé mon arrivée au Conseil, qui a demandé au gouvernement de changer, d'améliorer le cadre légal qui encadre le prix et la concurrence et qui encadre le Conseil. Et qui, en même temps, parle de ce dossier en disant que il reste un dossier du Conseil de la concurrence. Donc, la commission ad hoc qui a été constituée à l'époque n'avait pas pour vocation de traiter ce dossier, ce qui veut dire clairement que le dossier doit être traité par le Conseil. Donc, comme le communiqué du cabinet royal parlait d'un cadre légal nouveau, il était évidemment nécessaire d'attendre que ce cadre légal soit là pour rouvrir ce dossier. J'ai toujours dit que ce dossier sera ouvert dès que le cadre légal sera revu. Bon, on a passé l'étape importante du vote des lois, donc suite à la demande du cabinet royal, donc le gouvernement et le Parlement ont fait le travail. Donc il y a les lois qui ont été votées et publiées en décembre dernier. Or, ces lois nécessitent un décret d'application qui précise certaines. Donc la loi est applicable, clairement, dès que la loi est votée, elle est applicable. Mais n'est pas appliquée. Mais certaines, non, elle est appliquée sur les choses qui ne nécessitent pas les décrets. Mais pas mal de choses nécessitent des décrets. Donc nous considérons, nous, pour des considérations juridiques par rapport à ce dossier, qu'il vaut mieux arriver à la fin du process, c'est-à-dire loi votée. Qui est prévu pour Alors quand, ça, c'est... on a l'impression que le processus tarde un petit peu à vous se savez, concrétiser. entre le communiqué du cabinet royal et la loi, il s'est passé 1 an et demi, ou un peu plus. Maintenant, ça fait 3 mois à peu près que la loi est publiée. Tout à fait. Je sais que les décrets sont quasiment finalisés. Bon, reste à les programmer en conseil de gouvernement et qu'ils soient publiés. Nous, dès que ça sera fait, nous avons encore du travail en interne, parce qu'on doit remodeler notre règlement intérieur qu'on a préparé dans le cadre de cette nouvelle loi, parce qu'il faut que les règles internes du Conseil soient compatibles avec la loi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des décrets, parce qu'elles précisent un certain nombre de règles. À partir de là, on a un cadre légal nouveau, complet. À partir de là, on ouvre le dossier dans des conditions juridiques, et j'insiste là-dessus, qui permettent de sécuriser la décision ultime, parce qu'il s'agit de droit, et évidemment, comme la décision du Conseil peut être, comme toute décision du Conseil, la loi prévoit qu'elle puisse être contestée devant les tribunaux, nous devons bâtir une architecture légale qui permette de défendre notre décision finale, quelle qu'elle soit. Donc le dossier sera rouvert dans une sécurité juridique suffisante pour pouvoir traiter correctement ce dossier jusqu'au bout. Mais vous ne pensez pas que le dossier il mérite vraiment d'être
d'être traité le plus tôt plus vite. possible. Exactement, Ouais. vu ce qui se passe actuellement et avec la crise il n'y a pas de énergétique. dérogation à faire ou à demander pour pouvoir justement Accélérer les choses. accélérer les choses. Alors, le dossier, comme je l'ai dit, date ou couvre la période 2014-2018. C'est la période qui a suivi, grosso modo, la libéralisation du secteur. Ça, on peut en parler si vous voulez. Nous, on considère qu'il y a une autre période après, qui n'est pas tenue. D'ailleurs, ce qu'on fait maintenant sur le dossier des hydrocarbures est indépendant de ce dossier, qui lui couvre une période particulière. Donc, on a sorti l'été dernier une étude sur le secteur qui part de 2018. D'ailleurs, certains journalistes m'ont posé la question, pourquoi vous revenez? Bon, on ne peut pas revenir parce qu'il y a un dossier ouvert. Donc, vous ne pouvez pas, sur les mêmes bases, avoir un avis et un dossier contentieux. Donc, comme le dossier contentieux va jusqu'à 2018, on va laisser se dérouler cette procédure. Mais de 2018 à maintenant, on a regardé ce qui s'est passé. Justement. Alors, nos conclusions, on les a publiées. D'abord, on a publié ce qui manquait peut-être dans le débat public, c'est-à-dire les vrais éléments de marge et tout. Exactement. On a donné pas mal d'informations, suffisamment en tout cas pour que les gens qui s'intéressent au dossier sachent de quoi on parle. Que gagnent les opérateurs, à quel prix ils achètent, à quel prix ils vendent. Nous avons constaté que dans ce secteur, il y a des variations, parce que c'est un secteur libéralisé, des variations de prix, malheureusement induites par des fluctuations à l'international, puisque nous importons la totalité de ce que nous consommons. Donc nous sommes soumis aux aléas du marché. Et le marché, on l'a précisé aussi, de base, qui influence les prix du Maroc, ce ne sont pas les produits bruts, parce que souvent les gens voient le cours du baril de pétrole. C'est pas ça qu'il faut regarder. C'est le cours du produit raffiné qui subit des variations en général très corrélées à la première, mais pas toujours de la même, de façon directe. Donc il y a parfois des petites variations. Ce marché se traite à Rotterdam. C'est le marché des produits raffinés. Il est mondial. Donc tout le monde achète à ces prix-là, y compris nos opérateurs. Après, bon, il y a ceux qui achètent avant les autres, avant une baisse, avant une hausse. Bon, ça, c'est la loi du marché d'ailleurs. C'est ce qui permet aux opérateurs d'être concurrentiels les uns avec les autres. Heureusement d'ailleurs. Donc on a constaté que globalement, les hausses étaient répercutées à peu près dans les 15 jours ou un peu plus, ça dépend des stocks, mais que les baisses prenaient beaucoup plus de temps. Donc on a attiré l'attention des opérateurs. On va faire un point dans quelques temps pour voir si depuis notre rapport, les choses vont mieux. On ne peut pas nous dire la hausse, il ne faut pas l'appliquer. On n'a pas le droit de le dire et personne d'ailleurs n'a le droit de le dire. Quand il y a une hausse, bon, on n'imagine pas que quelqu'un va acheter à 100 et veut vendre à 80. Donc si c'est le prix monte, il va le répercuter. Mais on dit juste, il faut que les répercussions soient équilibrées. Donc c'est ça notre... Est-ce que vous pouvez l'imposer? C'est ça la question. Alors, on peut l'imposer, oui, d'une façon indirecte si vous voulez, parce que si c'est pas le cas et que les prix ne bougent pas rapidement, ça veut dire que la concurrence ne joue pas trop. Et ça peut donner lieu à une enquête, ça peut donner lieu à un certain nombre d'investigations. Donc aujourd'hui, nous disons aux opérateurs, attention, il est légitime d'augmenter ou de baisser, mais faites-le équitablement, dans les deux sens. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes parce que on voit que les stations-service, et c'est dans notre rapport aussi, certaines sont indépendantes, d'autres sont propriété de la chaîne. Tout à fait. Et donc, les répercussions parfois peuvent être dans des stations qui portent le même nom. Plus rapide que dans d'autres, parce que l'un a acheté un stock à un prix supérieur. Alors, les gens ne comprennent pas, donc on a demandé au ministère de revoir la réglementation sur la régulation des enseignes et la régulation même des stations, des franchisés, qui ne sont pas des franchisés d'ailleurs. Nous, on dit, il vaut mieux, puisqu'ils portent la marque, qu'ils soient des franchisés. Parce que quand on est franchisé, on respecte tous le même prix. Tout le monde sait que quand on prend la boutique qui porte une enseigne, qu'on va chez A, chez B ou chez C, on aura le même prix. Or, quand on n'est pas franchisé, le vendeur du produit n'a pas le droit d'imposer au commerçant le prix. Ça, c'est interdit par la loi. Vous vendez, et c'est le commerçant qui est libre de fixer le prix comme il veut. C'est aussi le jeu de la concurrence. Mais de créer deux structures, des structures en franchise, c'est-à-dire l'opérateur impose les prix, et d'autres qui sont libres de fixer les prix, mais à ce moment-là, la liberté qui doit leur être donnée, c'est de ne pas être obligé d'acheter chez un seul. Quand les prix, ça l'arrange d'acheter chez X plutôt que Y, parmi les grands opérateurs importateurs, il doit avoir ce droit. Et c'est ça qui nous a amené que la libéralisation de ce secteur, en fait, était incomplète.
C'est-à-dire, on a libéralisé l'achat, on a libéralisé la vente, mais on n'a pas libéralisé totalement l'organisation du secteur. Donc, notre rapport dit il faut donner un peu plus de marge aux enseignes, un peu plus de marge aux stations-service pour qu'il y ait davantage de compétition là-dessus. Je crois savoir que le ministère travaille dans ce sens pour... D'abord, il y a une loi pour laquelle les décrets d'application n'étaient pas tous publiés, donc on dit mettez ça, au moins ça en place. Et deux, il y a peut-être même des améliorations à apporter pour donner davantage de souplesse à l'importation, à la vente. Un opérateur, par exemple, dans les anciennes règles, pour pouvoir marcher, démarrer, il fallait 20 stations d'un coup. Avoir 20 stations d'un coup, c'est un investissement avant même d'avoir l'autorisation. Donc, bon, il faut peut-être assouplir ce genre de choses. Ça, c'est la prérogative du gouvernement et du Parlement. Nous, on dit, il vaut mieux reprendre pour que la libéralisation soit beaucoup plus forte et qu'il y ait un plus grand nombre d'acteurs. Je sais que c'est en train d'avancer. Et donc, ça sera dans le bon sens. Mais ce que je tiens quand même à souligner, attention, ça ne veut pas dire que les prix seront fixés un jour de façon définitive. Si les prix du marché international montent ou baissent, on aura la répercussion ici. Bon, ce qu'on constate quand même, c'est que depuis l'été dernier, les prix sont atteints 16 dirhams, ont descendu à 13 dirhams, ce que je vois là aujourd'hui pour le 12 et quelques. Donc, il y a bien des variations à la hausse et à la baisse. Alors, est-ce qu'elles sont parfaitement corrélées à ce qui se passe sur le marché? Nous, on va faire un petit regard là-dessus et corréler. D'ailleurs, nous avons une réunion prévue avec les opérateurs pour discuter de l'échange d'informations qui permet à l'État, aux opérateurs et à nous de suivre un peu ce qui se passe sur le marché et de suivre cette corrélation d'une façon beaucoup plus rapprochée. Alors, il ne nous appartient pas d'intervenir sur un prix, ça c'est clair. Mais si on constate que cette tendance continue, ben on aura d'autres moyens d'agir. Mais il me semble que c'est un peu mieux qu'avant, c'est-à-dire les fluctuations se répercutent plus rapidement sur le marché dans les deux sens. Quand est-ce qu'il y aura on va entendre qu'il y a une décision qui a été prise au niveau de ce dossier? Vous évaluez à combien de temps la réflexion sur ce dossier qui traîne un petit peu et concrètement, est-ce que vous pensez que ça va apaiser la question de l'hydrocarbure? De toutes les façons, nous, on raisonne sincèrement selon ce que la loi nous dit. Donc, c'est le seul guide que nous avons. Bien sûr, l'intérêt de l'économie, l'intérêt du consommateur est derrière, mais c'est la loi qui fixe le cadre général. Donc, on a un dossier ouvert qui n'est pas fermé, clairement, sur lequel aucune décision n'a encore été prise. Donc, nous allons l'ouvrir proprement. Donc, dès que les décrets seront là, je dis, mais ça va être assez rapide, il faut rouvrir le dossier proprement. Or, la procédure, je le rappelle, est contradictoire. C'est-à-dire, nous ne pouvons rien faire sans dire aux opérateurs, voilà ce qu'on vous reproche et voilà votre réponse. Donc, il y a fatalement des allers-retours. Je pense sincèrement que ça va se compter en quelques semaines. Donc, on peut aller assez vite parce que les instructions ont été faites, etc. Donc, bon, on pourra. Mais enfin, on va pas décider le jour même. C'est certain. Deuxième élément, je crois qu'il est important de le souligner. Le Conseil de la concurrence, c'est en même temps une institution, mais c'est en même temps un organe de décision. Alors, il porte le même nom. Ailleurs, on appelle ça autorité de la concurrence pour l'institution et conseil pour les... Donc, nous sommes 12 personnes, plus le président, qui prenons des décisions. Même si moi, je voulais telle ou telle filière pour ce dossier ou pour d'autres, je ne peux pas le décider tout seul. C'est une question. Donc, une belle transition par rapport à la question. Il va falloir qu'on se réunisse.